Bégodeau, qui est évidemment écrivain et qui a été rendu très célèbre par le film qui est adapté de son livre Entre les murs, hein, qui a obtenu, vous le savez, la Palme d'Or au Festival de Cannes. Donc je ne cache pas que nous sommes pas peu fiers de recevoir Monsieur Bégodeau et qui va un petit peu pouvoir travailler avec vous et peut-être vous ouvrir des perspectives auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc je vous remercie une fois de plus de votre présence. Vous êtes notre invité permanent, bien évidemment. Je le note. Et merci de votre accueil en tout cas. Je vous en prie, je vous souhaite un bon travail cet après-midi. Voilà. Merci. Merci. Des gens extérieurs qui peuvent venir par accord cette entrée. Bah écoutez, bon ben moi j'ai plus rien à dire, monsieur le proviseur a dit tout ce que je dis. Simplement bonjour aux élèves que j'ai pas vus. C'était très bien. Voilà. Je dis simplement bonjour aux élèves de première et terminale que j'ai pas vus cette semaine. Je rappelle à certains qu'ils ne m'ont pas rendu leur scénario. D'accord. Et puis je crois qu'on va commencer tout de suite. Hein. Donc vous pouvez dire merci monsieur Bégodeau. Merci d'être venu. Voilà. C'est spontané, j'aime bien. Voilà. Ça vient du cœur. Est-ce que tu as besoin d'ordi pour passer des films? Ouais, mais plus tard, après la pause, je fais 2 extraits. Faut que je m'assoie ou je peux rester debout? Je fais ce que je veux. Parce que je sais pas comment t'as cadré. Ah bah c'est lui qui cadre, il se débrouillera, il a un pied, il tourne, il y a le micro qui l'arrête et il se débrouille. Bon bah bonjour alors à tous. Monsieur Benezet m'avait demandé de vous parler, de venir vous parler déjà. Et j'espère échanger un peu avec vous. Effectivement, si vous avez la moindre question sur ce que je peux vous dire, n'hésitez pas, je crois que c'est vachement mieux comme ça. Je crois qu'on avait convenu que dans un premier temps, j'allais un petit peu vous parler de mon parcours, en essayant d'être le plus précis possible pour ceux que ça peut intéresser, parmi vous, ceux qui envisageraient peut-être de continuer dans le domaine audiovisuel, même si moi, mon parcours et ce que je fais là maintenant, ce qui m'occupe le plus d'heures dans une année, si vous voulez, depuis une dizaine d'années, c'est d'écrire des livres. Donc moi, quand on me demande c'est quoi mon métier, j'ai plutôt tendance à dire écrivain. Mais c'est vrai que j'ai une petite particularité qui n'est pas si originale, mais c'est que j'ai souvent fonctionné entre littérature et cinéma. Encore une fois, en nombre d'heures et en nombre de temps que ça me prend dans une année, c'est vraiment la littérature ou disons tout ce qui est du domaine de l'écrit qui m'occupe le plus. Mais étant passionné de cinéma, j'ai eu la chance de pouvoir faire des choses dans ce domaine-là. Et c'est un petit peu de ça que je peux essayer de vous parler. Je pense que dans un deuxième temps, on parlera plutôt de documentaire. C'est ce qu'on s'était dit, puisque je crois que certains d'entre vous ont un peu travaillé sur cette notion-là. Je crois que certains ont vu un documentaire que j'ai pu faire au sein du collectif Auton, qui est une bande d'amis qui est devenue un collectif de cinéma, c'est-à-dire qu'on fait des films ensemble. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, comment j'ai fonctionné par rapport au cinéma. D'abord, quand j'avais votre âge, donc j'ai 41 ans maintenant, donc j'avais votre âge à peu près, je dirais, au milieu des années 80. Donc par exemple quand j'ai eu 15 ans, je me souviens assez précisément de ça, j'ai même fait un livre, un roman dont le narrateur à 15 ans était très inspiré de l'adolescent de 15 ans que moi j'ai pu être. Et c'est vrai que je me suis intéressé assez vite à ce qu'on appelle les choses artistiques, quoi. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient quand j'avais 15 ans. Je m'intéressais pas mal à la politique, par exemple. Je m'intéressais un petit peu au monde autour de moi. Bon, j'essayais d'avoir un peu une opinion un peu claire de tout ça. C'était pas forcément facile, mais parce que tout ça est très confus. C'est vrai que les choses, disons, de l'art m'intéressaient. Je n'avais pas forcément été très formé par mes parents. Mes parents étaient profs, donc ce qui fait, effectivement, ça fait d'eux des gens qui avaient toujours un œil sur le cinéma, les livres, des choses comme ça, mais c'était pas extraordinaire, quoi. Par exemple, mes parents n'étaient pas du tout cinéphiles. Ils ne regardaient pas beaucoup de films, et en tout cas pas ceux que moi j'avais envie de voir. Et donc en gros, quand j'avais 15 ans, il y avait surtout trois domaines artistiques qui m'intéressaient et qui très très vite m'ont occupé beaucoup le cerveau et mon temps. Et ont généré en moi l'envie de construire ma vie autour de ces domaines-là. C'était la littérature. Je me suis mis à beaucoup lire quand j'avais 15 ans, alors qu'avant, j'étais pas un très très grand lecteur. Là, vraiment, je me suis mis à beaucoup lire, notamment à partir de la seconde, en fait.
parce que je trouvais que les livres qu'on nous faisait lire à l'école, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas je les trouvais beaucoup plus intéressants que ceux qu'on nous faisait lire au collège, et que je trouvais plus intéressant de lire des livres de Jean-Paul Sartre que des livres de Marcel Pagnol. Je ne sais pas si vous connaissez ces auteurs-là, mais enfin voilà, ceux qui connaissent auront peut-être une idée de ce que je veux dire. Donc la littérature, je me suis mis à beaucoup lire, à essayer comme ça de me repérer dans l'histoire de la littérature, c'est de comprendre, c'est de lire les grands écrivains dont j'entendais parler. On me disait, ouais, Flaubert c'est très fort, bon, bah, j'essayais d'en lire un. Après on me disait, Albert Camus c'est très bien, bah, j'essayais de lire L'étranger ou autre chose. Et le deuxième domaine c'était le rock. Alors là vraiment j'étais très très fan de rock. Ce qu'on appelle la musique rock au sens large, quoi, disons, qui irait du rock des années 60 que j'écoutais beaucoup, et des choses beaucoup plus contemporaines à l'époque. Des années 80, bon, ça commence à dater, mais voilà, il y avait quelques groupes qui m'intéressaient. Donc le rock, c'est-à-dire vraiment le truc qui joue, pour résumer, en gros, la formation un peu basse, batterie, guitare, chant, quoi. Vous voyez, je pense que parmi vous, il y en a qui écoutent cette musique-là. Moi, c'était mon truc, quoi. C'était notamment la guitare électrique, tout ça. Ça, j'en écoutais beaucoup, et j'essayais vraiment de me renseigner, d'essayer de comprendre aussi l'histoire du rock. Enfin, ça, c'est un truc qui est peut-être important pour comprendre un peu ma façon de fonctionner, c'est à chaque fois que un domaine m'intéressait, j'essayais très très vite de comprendre un peu son histoire, comment ça fonctionnait. J'étais assez obnubilé aussi de la façon dont on le fabriquait. C'est-à-dire que quand je lisais un livre, je me posais des questions sur la littérature et je me disais mais comment est-ce qu'on écrit un livre en fait ? Et quand j'écoutais des morceaux de rock, et je crois que c'est pas le cas de tout le monde, parce que j'en ai souvent parlé avec mes amis, qui étaient peut-être aussi fans de rock que moi, mais qui n'avaient pas cette question qui moi me travaillait énormément, mais c'était comment est-ce qu'on écrit une chanson ? C'est-à-dire que quand j'écoutais un morceau des Rolling Stones, qui était un de mes groupes préférés, non seulement je prenais du plaisir à cette musique, je l'écoutais en boucle, comme vous faites, j'imagine, avec les musiciens que vous aimez, mais il y avait cette idée, mais comment ça marche, quoi ? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, j'avais lu que dans les Rolling Stones, il y a Mick Jagger, le chanteur. Je pense que c'est un groupe que vous devez quand même vaguement connaître. Ça commence à être vieux maintenant, mais je pense qu'il est tellement légendaire que ça a pu arriver jusqu'à vos oreilles. Le chanteur Mick Jagger et puis le guitariste Keith Richards. Et il était écrit à chaque fois que c'était eux qui composaient. Vous aviez sur les disques, il y avait tous les morceaux sont écrits et composés par Keith Richards et Mick Jagger. Mais moi, je disais cette phrase. Et moi, immédiatement, ça me posait une question, c'est mais qu'est-ce qu'ils font en fait ? Ça veut dire quoi composer à deux ? C'est quoi ? Il y en a un qui arrive, il fait une guitare devant l'autre et l'autre se met à chanter, ou alors c'est que c'est l'inverse, peut-être que c'est Mick Jagger qui arrive, qui chante. Bon, enfin, je m'attarde un peu là-dessus parce que je pense que c'est, comme j'ai pas mal réfléchi à ces questions-là pour moi-même, je crois que c'est fondamental ça. Et j'en parlerai à propos du cinéma. C'est vraiment comment c'est fabriqué, peut-être parce que j'avais aussi envie de le faire moi-même, donc du coup j'essayais d'anticiper sur comment le faire. D'ailleurs, plus tard, j'ai fait un groupe de rock et donc j'ai été amené moi-même à composer des chansons et finalement, d'avoir réfléchi à comment ça se faisait, ça a pu m'aider un petit peu. Voilà. Et puis donc le troisième truc, c'était le cinéma. Alors là, le cinéma, chose assez banale finalement, puisque il s'est passé quelque chose de fondamental dans les années 80, c'est que d'abord la télé s'est développée. Vous, ça vous paraît maintenant évident que la télé soit développée, puisqu'on a maintenant 400 chaînes. Bon, il faut savoir que dans les années 70, quand on est un enfant en France, on a 3 chaînes. Hein. On a TF1, Antenne 2 à l'époque, et non pas France 2, et FR3, et non pas France 3. On a 3 chaînes, elles ne diffusent pas tout le temps, hein. Les programmes commencent à midi et ils terminent à minuit. Et puis, pour voir des films à la télé, il faut vraiment... il y avait le fameux film du dimanche soir, le fameux film du mardi soir qu'on avait de regarder parce qu'il n'y avait pas le droit de regarder parce qu'il n'y avait pas école le lendemain. Et puis voilà quoi, donc c'était compliqué de se faire une culture cinéma avec la télévision. Moi, ce qui a changé ma vie vraiment, quoi, c'est le magnétoscope. Alors, ce qui est déjà un espèce d'objet complètement dépassé. Alors, pour nous, le magnétoscope dans les années 80, c'était une révolution, quoi. On avait la possibilité de non seulement enregistrer un film quand on n'était pas calé sur l'horaire de sa diffusion à la télé, de le repasser, de le revoir en boucle. Je sais que tout ça vous paraît maintenant évident à vous, mais pour nous ça l'était pas. On pouvait revoir les films, on pouvait faire des arrêts sur image, on pouvait faire des trucs comme ça, et en plus on pouvait donc du coup aller s'inscrire à la médiathèque du coin et aller louer des films du patrimoine, et enfin voir ces films dont on entendait parler. Moi j'entendais parler de, je sais pas... John Ford, qui est un grand cinéaste de western. Du coup, je pouvais aller à la médiathèque et regarder, louer 2 John Ford, et puis les regarder, et puis voir pourquoi c'était bien, je sais pas.
Donc, là, j'ai eu le matériel pour le faire et j'ai commencé à regarder des films, alors vraiment en boule comme ça, alors, en faisant toujours de la même façon, en étant j'étais très poli en fait. J'entendais parler qu'un cinéaste était très très fort. Bon, bah moi, du coup, j'allais regarder ce qu'il avait fait, quoi. Et puis, des fois, j'étais un petit peu perplexe. Je me disais, ah bon, ça, c'est fort. Je comprenais pas bien pourquoi, mais je me disais, c'est sans doute parce que je suis pas encore complètement rodé. Un jour, j'apprécierai. Mais je crois que ça, c'est important aussi. C'est qu'il faut être patient, quoi. Il faut laisser venir les choses. On n'est pas obligé d'aimer tout de suite plein de trucs. Bon. Donc voilà, donc là, on arrive, c'est vraiment le début de tout ça. J'ai commencé à vraiment voir beaucoup de films. Et alors, j'en viens vraiment à l'essentiel, c'est que de la même façon que devant des morceaux de rock, j'avais tendance à me demander comment c'était fabriqué, bah, j'avais à peu près la même obsession devant le cinéma, quoi. C'est-à-dire que... Alors, il faut voir aussi que les années 80, c'est pas comme maintenant, parce que maintenant, on a tous du matériel à disposition pour filmer. Vous, le geste de filmer, il vous est naturel, avec les portables, avec tout un tas de trucs. Nous, on n'avait rien. Filmer, c'était très mystérieux pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire une caméra? On n'avait pas ça entre les mains. Alors dans ces années-là sont arrivés les caméscopes, hein, c'est-à-dire des caméras vidéo qui sont commencées à se démocratiser. Chaque famille a eu un caméscope. À la fin des années 80, pratiquement toutes les familles étaient équipées pour filmer les anniversaires, les Noëls et les barbecues. Mais du coup, ça permettait de se familiariser avec l'objet cinéma. Mais avant ça, qu'est-ce que ça voulait dire filmer? Qu'est-ce que c'est une caméra? Comment c'est fabriqué? C'est quoi le montage? Alors là, mais personne ne se posait ce genre de questions. On prenait un peu les images comme ça. Je pense que vous êtes beaucoup mieux formés à ce que c'est qu'une image et comment la fabriquer que nous, on l'était. Bon, surtout parce que vous êtes pour la... Voilà, il y a aussi cette option cinéma qui fait que ça vous familiarise à ça, mais indépendamment de ça, je pense que votre génération, elle est beaucoup plus familière avec ces objets-là que nous. Enfin bref, voilà, je suis arrivé avec cette idée-là, et c'est vrai que, du coup, je laisse tomber le rock. Le cinéma, pour moi, ça a été du plaisir, voir des films, et ça a été surtout comprendre les films. J'étais complètement... j'avais envie de comprendre ce que je voyais, j'avais envie qu'on m'explique des trucs... C'est pour ça que je me suis tourné très très vite vers la critique de cinéma, quoi. Ce qu'on appelle la critique de cinéma, c'est-à-dire des gens qui écrivent sur les films pour deux choses fondamentales. Petit A, les expliquer, essayer de les éclairer. Petit B, les évaluer. C'est ça la critique de cinéma, hein. C'est évaluer, éclairer. C'est-à-dire qu'à la fois, je donne un petit peu des interprétations du film. Je dis, voilà, à mon avis, le film raconte ça. Je pense que le film, c'est ça qu'il a à nous dire. Il est construit comme ça. Il est... formellement pensé de cette façon-là, telle couleur, tel travail sur le son, tel jeu d'acteur, telle façon d'écrire un scénario, mais aussi la critique, c'est dire, oui, ben voilà ce que j'en pense, quoi. C'est-à-dire, je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt très bien, je pense que c'est le chef-d'œuvre de l'année, je pense que vraiment on aurait pu s'en passer, etc. La critique, c'est ces deux choses-là, c'est ça qui est très compliqué. C'est d'arriver à articuler l'analyse et l'évaluation. Sachant que pour moi, une critique, ça doit être poli et délicat, et donc il faut toujours que l'évaluation soit accrochée à l'analyse. Par exemple, si je dis « l'actrice joue mal », je ne peux pas dire cette phrase toute seule. Il faut que je dise « l'actrice joue mal parce que ». Et là, il me faut un paragraphe pour que j'explique en quoi, à mon avis, elle rate un tout petit peu son truc là, dans ce film-là. Si je me contente de dire l'actrice joue mal, je fais une insulte, je ne fais pas de la critique. Bah, demandez-vous ce que ça donnerait dans la vie, c'est la même chose. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « toi, je trouve que tu es prétentieux », bah, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est pourquoi? Enfin, tu peux me donner un exemple? Tu t'appuies sur quoi? C'est fondé sur quoi? Bon, bah, moi, j'ai le même réflexe devant la critique que dans la vie. Quand on dit des choses, j'ai envie de les comprendre. Y compris les compliments, d'ailleurs. Même si on demande rarement, on demande moins d'argumentation sur les compliments que sur les insultes. Si par exemple quelqu'un vient vous voir et dit « je trouve que toi tu es vraiment modeste », ça veut dire bah, si tu le dis, voilà, vous n'avez pas forcément demandé, mais ce qui est normal. On va être un tout petit peu un peu plus touchy sur les insultes, enfin sur les critiques. Bref, donc moi je me suis retrouvé à 20 ans dans une position de spectateur de cinéma. Bon, je continue à beaucoup lire, je commençais à faire du rock, etc. Et puis je continue mes études. Moi j'ai fait une LEDSUP, hein, c'est-à-dire voilà, les bons élèves littéraires, on les envoie où ils y vont eux-mêmes,
dans ce qu'on appelle les tubes, de la même façon qu'il y a Ciné-Sup, il y a Mathsup, voilà, c'est un peu l'élite des littéraires. Truc qui sert à pas grand-chose d'ailleurs, qui est assez passionnant à faire, mais qui mène à pas grand-chose, mais je passe là-dessus. Moi, je me retrouvais là-dedans sans beaucoup de conviction. Ça me permettait de rencontrer des gens littéraires, de lire des livres, d'en parler. C'était plutôt un bon souvenir amical. Mais dans le même temps, il y avait cette passion du cinéma, vraiment. Vraiment, alors là, je bouffais du film. C'est quoi un cinéphile? Ce qu'on appelle un cinéphile, c'est quelqu'un qui est amoureux du cinéma, hein, au sens étymologique. Hein, voilà. Amoureux du cinéma, mais je pense qu'en France, la cinéphilie, elle a pris... on est un pays très cinéphile, on a presque inventé la cinéphilie, nous les Français. Parce qu'en fait, il y a eu des espèces d'énergumènes dans les années 50-60, notamment les années 50, qui sont devenus très très célèbres et qui étaient français, qui étaient parisiens, et qui, eux, en fait, ont été parmi les premiers à dire, en fait, le cinéma, c'est pas que un divertissement. C'est pas que... on va aller au cinéma pour se marrer, pour voir un beau film, pour être ému, pour rigoler, pour pleurer, et puis on y va en famille, on y va avec sa copine, avec son copain, et puis voilà, c'est un divertissement. Le cinéma était considéré comme un divertissement dans les premières années, dans les 50 premières années de sa vie, la première moitié du XXe siècle. Et puis c'est les jeunes Français là, qui avaient 25 ans, 30 ans, eux, ils ont dit non, le cinéma c'est de l'art, le cinéma c'est une chose très importante. C'est un art comme la peinture, comme la littérature, comme la danse, comme tous les arts. Et donc, du coup, comme c'est un art et comme c'est très sérieux, eh ben, ça justifie qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse y consacrer de la réflexion, de la pensée. C'est pas juste un truc genre comme manger du chocolat, quoi. Avant, beaucoup de gens fréquentaient le cinéma comme manger du chocolat. Encore maintenant, d'ailleurs, on va au cinéma, c'est une sortie, etc. C'est chose que je trouve très bien, hein. Moi, j'ai aucun mépris pour ça. Mais je pense que le cinéma, c'est peut-être aussi plus que ça. Donc eux, ils se sont dit, voilà, on peut analyser. Ils ont créé des revues de cinéma. Et la plus connue d'entre elles s'appelle les Cahiers du cinéma, dans les années 50. Et c'est une revue mondialement célèbre parce que justement, elle a été une des premières à clamer comme ça que le cinéma était un art et qu'il justifiait qu'on l'analyse et qu'on fasse de la critique de cinéma. Qu'il pouvait y avoir de la critique de cinéma au même titre que de la critique littéraire. Moi, comme j'étais très curieux de discours sur le cinéma, je voulais qu'on m'éclaire, je voulais qu'on me guide, je voulais comprendre ce truc, je me suis dit, il faut que je me tourne vers la critique, eux, ils vont m'aider, ils vont me guider, ils vont m'éclairer, je vais trouver du matériel, voilà. Et puis, évidemment, comme d'habitude, j'avais entendu parler de... Moi, je voulais le meilleur. Or, j'avais entendu parler de la revue Les Cahiers du cinéma, qui avait une notoriété comme ça, énorme, qu'il l'a toujours d'ailleurs, bien que personne ne la lise, mais elle a quand même une notoriété. Et donc moi, j'allais dans mon lycée, enfin le lycée où je faisais les sup, après le bac, j'allais au CDI et je lisais les cahiers du cinéma, et je comprenais à peu près le 10e de ce que je lisais. C'était très pointu, c'était un peu hermétique pour moi, mais c'est pas grave, j'arrivais toujours à y trouver quelque chose. Et ça m'aidait à mieux comprendre les films, ça m'aidait à, je sais pas, à voir des choses dans les films que je n'avais pas vues. En fait, ça m'aidait à aiguiser mon regard, tout simplement. Et comme c'est apprendre à mieux voir, c'est apprendre à prendre plus de plaisir aussi. Ça, j'insiste bien là-dessus, parce qu'en général, moi, on me demande toujours, ouais, mais vous, les critiques, vous réfléchissez devant le film, donc du coup, vous prenez plus de plaisir. Alors, je dis, non, on n'est pas masochiste. Moi, je pense que je prends de plus en plus de plaisir à aller au cinéma parce que j'ai l'impression d'être un meilleur spectateur de cinéma qu'avant, d'y voir plus de choses. Tout comme un mec qui se serait formé son oreille à la musique, et ben, dans un même morceau, là où peut-être une oreille pas très attentive va entendre un bloc musical qui va lui donner du plaisir, hein, au sens où ça fera taper les pieds, on aura envie de se la repasser. Ouais, mais sauf que celui qui aura affûté son oreille, bah lui, il entendra un peu plus le détail des instruments spontanément, comme ça, et bah, je pense que du coup, ça multipliera son plaisir. Donc, moi, chaque fois qu'on me demande quel intérêt de faire de la critique, je dis, mais je vais reprendre plus de plaisir. C'est pas devenir un intelligent et quelqu'un qui va donner des leçons à tout le monde. Moi, c'est pas vraiment mon but dans la vie de donner des leçons à tout le monde. Moi, mon but dans la vie, c'est d'y prendre du plaisir, au bout du compte. Simplement, le plaisir, ça se travaille. C'est là que ça devient compliqué. Il faut trouver un bon équilibre, plaisir-travail. Bon. Bref. Donc je me suis retrouvé à beaucoup lire les cahiers. Et ma première idée, moi, alors dans le même temps, je faisais des études de lettres qui allaient me mener à devenir prof de français. Là, on était dans les années 90, parce que je continuais quand même. Je vous passe la littérature, mais
c'était quand même 50% de ce qui m'occupait. J'avais très envie d'écrire des livres et tout ça. Et du côté cinéma, c'est en fait le premier truc que j'ai vraiment eu envie d'écrire, c'est de la critique de cinéma. Et il se trouve que des circonstances ont fait que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on était dans les années 95, j'avais déjà... je commençais à enseigner début 95, dans une ville qui s'appelle Angers, un peu plus près de Nantes. Mais dans le même temps, j'avais des amis à Paris, parce que Paris c'est un petit peu le centre mondial de la cinéphilie. Il y a beaucoup de cinéma à Paris. Donc moi j'allais beaucoup à Paris voir des films que je ne pouvais pas voir en province. Et encore une fois, à l'époque où il n'y avait pas le streaming et tout un tas de choses à disposition sur Internet et les DVD à profusion, eh ben, on était bien content d'avoir une ville où on ouvrait le Pariscope et tiens, on avait un film de machin, dont on n'avait jamais vu un film de Murnau, on va aller voir le film de Murnau. Ah tiens, il y a un Rohmer là qui est là, on va aller voir Rohmer. Ah oui, il y a ce film, j'en ai souvent entendu parler, Taxi Driver, il a été Palme d'Or en 76, bon tiens, on va voir Taxi Driver. C'était quand même très arrangeant. Et j'ai un copain qui a monté ce qui s'est beaucoup fait, ce qui se fait plus trop maintenant, mais c'était un truc qui se faisait beaucoup dans les années 50-60, ce qu'on appelle un ciné-club. Un ciné-club, c'est simple, c'est, disons, une fois par semaine, à un horaire précis, tel cinéma consacre sa salle à une soirée où il ne s'agira pas simplement de passer le film de l'actualité, celui qui vient de sortir, mais de passer peut-être un film un peu moins récent, qu'on va repasser, on va commander la copie pour le repasser, et puis peut-être essayer d'organiser un petit débat après. Hein. Donc le ciné-club, il y avait cette idée qu'on va revoir des films ou voir des vieux films, ou des films, disons, pas immédiatement collés à l'actu, et créer un moment de parole, un moment d'analyse à plusieurs, avec peut-être alors un spécialiste qui va venir. Par exemple, on passe un film on va passer Taxi Driver, et du coup c'est un film de Martin Scorsese, bon, peut-être un type qui aurait écrit sur Martin Scorsese, qui viendrait dire des choses à la fin du film. Ou alors il y a un critique de cinéma qui va venir, alors vient de voir ce film, et qui va en parler une petite demi-heure pour essayer de donner des pistes. Et puis après il y aura un débat avec la salle, le spectateur pourra dire oui, moi j'ai vu plutôt ça, etc. Et j'ai un copain qui organisait ce ciné-club à Paris, dans une salle de Paris. Et j'allais souvent, moi, autant que possible, j'accompagnais ce ciné-club. J'ai même fait j'ai présenté moi-même des films. Ça a été un peu stressant, parce que j'étais pas très très vieux et j'étais pas forcément très sûr de moi. Mais enfin, bon, je me suis un peu lancé pour parfois prendre la parole après la projection des films. Donc, et de fil en aiguille, on a rencontré des gens des cahiers du cinéma, ceux qui écrivaient aux cahiers du cinéma à l'époque, que nous, on lisait tout le temps, et on les a invités. On les a invités eux-mêmes à venir parler des films qu'on projetait. On a fait un moment un grand festival, je passe, et c'est ces gens-là qui nous ont demandé, qui nous ont dit, mais écoutez, vous avez l'air tellement enthousiaste et vous connaissez les cahiers du cinéma par cœur, vous avez qu'à écrire des trucs pour nous, et voilà. C'est évidemment que c'est comme ça que ça se fait, hein. Je veux dire, quand on veut devenir critique de cinéma, on me demande souvent mais comment est-ce qu'on en arrive à être critique de cinéma ? Il n'y a pas de diplôme, hein, il n'y a pas d'université qui prépare un diplôme de critique de cinéma, il n'y a pas de BTS critique de cinéma. C'est évidemment par un jeu de rencontres, il y a beaucoup de domaines, notamment les domaines artistiques, ça se passe quand même beaucoup comme ça, hein, il faut le savoir. Je pense que vous le pressentez sans doute si jamais vous êtes posé la question, mais évidemment que c'est pas mal dans ce genre de domaine où vous n'avez pas de diplôme. Là où il n'y a pas de diplôme, comment est-ce qu'on décide d'employer telle ou telle personne ? C'est parce qu'on la connaît, et si on la connaît, c'est parce qu'elle nous est un peu familière, et donc c'est ça qu'on appelle un réseau. C'est-à-dire qu'effectivement... comme on dit, dans tous les domaines où il n'y a pas besoin de diplôme, c'est le piston qui va jouer, ou la rencontre, la relation. C'est ce qu'on appelle avoir un carnet d'adresses, c'est avoir un petit réseau. Nous, notre petit réseau, on se l'est constitué en faisant ce ciné-club. Et donc, ayant créé des affinités avec des gens qui, eux-mêmes, nous ont un peu renvoyé l'ascenseur et nous ont offert la possibilité de pouvoir écrire dans les cahiers du cinéma. Ce que j'ai fait, moi j'ai fait quelques textes à cette époque-là, mais je ne pouvais pas vraiment beaucoup le faire parce que j'habitais pas à Paris, et puis j'étais prof, j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai fait quelques textes dans les années 95-96 de critique, quoi. Bon, j'étais assez content de pouvoir faire ça, j'avais l'impression de réaliser quelque chose que j'avais toujours désiré.
Et puis après, j'ai été obligé d'arrêter parce que précisément j'étais loin et que ça devenait très compliqué, j'avais pas le temps de voir les films. Donc j'ai un peu mis en suspens mon activité de critique de cinéma. Mais vraiment, c'était... voilà, les premiers textes que j'ai publiés sont des critiques de cinéma. Et alors après, pour finir sur la critique, je suis un peu trop long, il se trouve qu'un des amis avec lesquels j'avais grandi en cinéphilie, avec lequel j'allais souvent au cinéma, avec qui on avait fait ce ciné-club, et lui, il restait au Caillé parce que lui, il pouvait, il habitait à Paris, donc il avait les moyens, à la fois financiers d'ailleurs, parce que c'est ça le problème, c'est que la critique de cinéma ne me permettait pas de vivre, donc il fallait bien que je gagne ma vie. Alors que lui, il avait, disons, des facilités financières liées à ses parents qui lui permettaient de pouvoir se dispenser de gagner sa vie pendant 3, 4, 5 ans. Il avait par exemple un appartement à Paris gratuit, puisque sa famille possédait. Je dis ce détail-là parce que c'est très important, les données économiques des choses, hélas. Lui, il pouvait se permettre comme ça de ne pas vivre de sa plume, de ne pas vivre de ses critiques de cinéma, parce qu'on ne pouvait pas en vivre. On était payé 150 € l'article, et on faisait 6 articles dans le mois. C'est pas beaucoup, si vous voulez. Enfin, à l'époque, c'était pas euro, hein, mais... Et comment se loger à Paris, où c'est très très cher, avec si peu. C'est pas mal quand la famille possède elle-même un appartement. C'était son cas, tant mieux pour lui, hein. C'est un de mes meilleurs amis, donc je ne veux pas l'incriminer. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, dans les métiers de la culture, on retrouve souvent des gens qui sont issus de la bourgeoisie, qui sont issus de familles bourgeoises. Je le dis, hein, c'est un peu une parenthèse, mais c'est une des raisons. Puisqu'ils ont comme ça un certain nombre d'avantages qui leur permettent un peu de se lancer dans ces activités qui ne sont pas forcément immédiatement rémunérées. Ils peuvent voir venir, si vous voulez. Il y a du soutien financier derrière. Et ça fait que si vous regardiez un peu les cinéastes qui sont en activité, vous verriez qu'il y en a un certain nombre qui viennent de milieux plutôt bourgeois que de milieux populaires. Ce qui est un problème. Je pense que c'est un des problèmes du cinéma français, notamment, d'être un peu trop... que toutes les classes sociales n'y sont pas représentées. Bref, en tout cas, moi qui venais plutôt de la classe moyenne de province, moi il fallait bien que je gagne ma vie. Donc je gagnais ma vie en province, et donc j'ai été obligé de suspendre mes activités critiques. Mais il se trouve que 6-7 ans après, donc cet ami, lui, est devenu rédac-chef des Cahiers du cinéma, rédacteur en chef, c'est-à-dire celui qui dirige les textes. Et il m'a demandé d'intégrer la rédaction, alors cette fois à plein temps, enfin à plein temps en tout cas. Et donc j'ai écrit 5 ans Cahiers du cinéma, alors là vraiment en produisant beaucoup de textes. Et là j'habitais à Paris, donc je pouvais voir les films. Là j'ai vraiment exercé pleinement la profession de critique. Alors il se trouve que dans le même temps j'étais toujours prof et je m'étais mis à publier des livres. Donc là, ça a été des années où j'étais très 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 occupé. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'être prof, parce que je n'avais absolument plus le temps de le faire. Puis j'avais envie de privilégier aussi mon travail d'écrivain, d'avoir le plus de temps pour le faire, etc. Et puis donc maintenant, j'ai quitté les Cahiers, je vous passe pourquoi, ça serait des histoires pas très intéressantes. Et maintenant, je fais de la critique de cinéma dans un magazine qui s'appelle Transfuge, qui est un magazine qui parle de littérature, de cinéma, et moi je m'occupe surtout des pages cinéma, et ce qui me permet de garder comme ça cette activité critique à laquelle je tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle permet, c'est pas pour vivre, parce que maintenant j'ai d'autres revenus, puis en général la critique de cinéma ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais c'est vraiment pour moi, parce que j'aime ça, j'aime écrire sur le cinéma, je trouve que c'est un exercice de réflexion et d'écriture qui est passionnant. Et puis surtout, ça me permet de continuer à être attentif au cinéma, au travail des autres. C'est-à-dire que parfois, si par exemple je n'avais pas à faire de la critique de cinéma et à écrire sur un film, peut-être qu'il y a des films que je n'irais pas voir, que je n'aurais pas la curiosité d'aller voir. Et c'est bien dommage, parce que parfois, il y a plein de films. Il se trouve que dans le même temps, je fais une émission de télé qui s'appelle Le Cercle, qui est une émission de critique de cinéma. On est 6 autour d'une table, peut-être que certains la connaissent, elle est sur Canal Cinéma. Donc disons la version câble de Canal. Et il y a un présentateur qui est Frédéric Becbédé, qui est un écrivain relativement connu. Et on est 6 critiques autour, et on discute des films, on est pour, on est contre, ça frite un peu, etc. Donc je fais cette émission, et
à chaque émission, il y en a une tous les 15 jours, enfin moi j'en fais une tous les 15 jours, chaque émission il faut voir 6 films. En général on nous dit voilà, allez voir ces 6 films-là et on en parlerait dans l'émission du 23 mars. Il y en a souvent la moitié que ça me gonfle d'aller les voir, quoi. J'ai aucun désir d'aller voir ces films-là et je n'irai pas les voir si l'émission ne m'y contraignait pas. Et ben, c'est souvent arrivé que j'ai remercié l'émission de m'y avoir contraint, parce que j'ai souvent découvert des talents que je ne soupçonnais pas, des acteurs dont je ne connaissais pas le nom, que je me suis aussi découvert des goûts que je ne soupçonnais pas non plus. À un moment, je me suis mis à aller voir des films de super-héros, par exemple, parce qu'il y en a eu 3-4 qui sont sortis à l'affiche, puis on en parlait dans l'émission. Et je me suis rendu compte que j'aimais plutôt bien ce genre, chose que je ne soupçonnais pas. Voilà, donc c'est très intéressant de continuer à faire de la critique pour ça, pour continuer à être attentif et pour continuer à être attentif au regard des autres et pas être simplement collé sur son propre travail. Parce que ça menace un peu un écrivain. Et donc dans le même temps, alors j'ai donc publié, dans les années 90, j'avais à côté de la critique de cinéma et de l'enseignement, toujours cette idée j'avais envie d'écrire des romans, ce qui est une envie qui est assez répandue quand même, je pense. Et alors comment est-ce qu'on fait pour être publié ? C'est un peu le... Parce que c'est de ça que j'ai envie de vous parler avant même de vous dire oui, moi j'ai écrit un livre, ça s'est appelé comme ça, j'avais envie de raconter ça à la rigueur, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en revanche, la question d'être publié est une vraie question, quoi. Être publié, c'est-à-dire qu'un éditeur veuille bien de il lit votre manuscrit, hein, vous l'envoyez, vous photocopiez votre truc, vous l'imprimez, vous photocopiez, vous l'envoyez, et puis est-ce qu'il en veut, est-ce qu'il n'en veut pas, est-ce qu'il l'édite ou pas ? Alors moi, comment ça s'est passé pour moi ? Ça s'est passé, je pense, de façon... à mon avis, c'est peut-être le schéma le plus répandu. Parce que vous avez 2 formes de schéma pour être publié. Vous envoyez votre manuscrit par la poste et vous croisez les doigts pour que, 1, les gens veuillent bien le sortir de la pile, 2, le lire, 3, l'aimer, et 4, l'éditer. Parce que c'est pas, les 3 premiers n'entraînent pas forcément l'autre. Hein. Vous pouvez avoir un éditeur qui repère le manuscrit, le lit, l'aime, mais dit mais non, finalement je ne vais pas le publier parce que j'ai pas l'argent pour, ou parce que c'est pas dans nos cordes, ou parce que j'en ai plein d'autres que j'aime avant tout, celui-là. Donc il faut quand même une conjonction de facteurs énorme, et c'est surtout les 2 premiers facteurs qui sont très rares, qu'il faut que ce soit lu, et il y a beaucoup de manuscrits qui sont envoyés, qui ne sont jamais lus par personne. De l'autre côté, à l'extrême de ça, vous avez la technique pur piston, hein, c'est-à-dire je m'en fous complètement de ce que tu as écrit, mais tu es quand même le fils d'un de mes amis, donc oui, je vais publier, et puis en retour, j'en attends quelque chose, comme ton père, par exemple, qui est directeur de telle entreprise, peut-être qu'il saura s'en souvenir quand je lui proposerai ma fille. Je caricature un peu, mais ça se passe beaucoup comme ça. Quand j'habitais à Nantes et que j'entendais ce genre de discours, je disais non, on exagère, ça va, faut arrêter avec les pistons, tout ça. En fait, si, c'est vrai. Alors après, il y a la solution médiane, qui est à mon avis la plus courante, qui est la mienne, qui est, alors moi je connaissais personne dans le milieu de l'édition, mais alors vraiment personne. Et j'ai été prof à Dreux à l'époque, Dreux qui est une ville à 100 km de Paris. Donc j'étais un peu loin du milieu littéraire, hein. C'était pas... Dreux, c'est pas vraiment... bon. Et j'avais un copain, prof de philo, c'était mon meilleur pote de la salle des profs. On avait le même âge, on s'entendait bien, et puis on avait des passions communes, comme par exemple la littérature. On s'échangeait des livres, on en parlait. Et lui a été publié. Il a été publié, son premier livre a été publié en 2000 aux éditions Verticales, chez un éditeur qui s'appelle les Éditions Verticales. Bon, voilà, alors on était contents, on avait fêté ça. Moi, j'aimais beaucoup son premier livre. Et moi, donc l'été 2001, j'ai écrit un livre. Je me suis dit, ça c'est le moment, là maintenant, il est temps que tu écrives ce fameux livre que tu veux écrire depuis 10 ans. Il est temps que faut que tu te lances un moment, comme ça au moins tu l'auras fait. Je m'étais dit, un jour j'essaierai d'écrire un livre, quoi, parce que ça suffit, il faut bien essayer, quoi. Et je l'ai fait en 2001, voilà, je vous passe le sujet. Et je l'ai fait lire à cet ami qui s'appelle Philippe Adam. Je lui ai fait lire d'abord parce que son avis m'importait. Je l'ai fait lire à quelques amis comme ça pour qu'ils me disent ouais, c'est pas mal. Et en fait, ça lui a bien plu à cet ami prof de philo. Et donc du coup, il m'a dit moi, ça me plaît tellement que je vais aller le faire lire à mon éditeur, les Éditions Verticales. J'ai bien envie qu'il le lise. Et je dis oui, ça...
Je n'ai pas refusé, ça me plaisait bien, moi, qu'un éditeur le lise. Et là, du coup, le manuscrit était recommandé. Donc, si vous voulez, quand il est recommandé par quelqu'un, il a plus de chances d'être lu. Entre un manuscrit qui arrive dans une pile de 50 par la poste et un manuscrit qui est recommandé par quelqu'un qui regarde l'éditeur dans les yeux et qui lui dit « lis ça, parce que ça, c'est pas mal, et ça m'importe que tu le lises, et j'aimerais bien avoir ton avis », alors l'éditeur, il le lit, ça, il le ramène chez lui. En plus, c'était court, ça faisait 100 pages, ça prenait pas beaucoup de temps, et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai été édité. L'éditeur l'a lu, et puis 2 mois après, il m'a appelé, il m'a dit « Voilà, j'ai lu ce livre, j'aimerais bien l'éditer, est-ce que vous êtes d'accord ?» J'ai dit « Ouais, je n'ai pas hésité très longtemps. » On est assez content quand on est édité et publié, parce que ça résout quand même un certain nombre de problèmes, quoi. Pas financiers, hein, très peu d'écrivains qui vivent de leur plume. Très peu. Donc c'est pas forcément une montagne d'or qui vous tombe dessus, mais par contre c'est une satisfaction d'abord personnelle, d'orgueil, et puis aussi du coup ça vous permet d'être beaucoup plus serein pour écrire le deuxième. Parce que le deuxième, vous n'allez pas vous l'écrire en étant parasité par est-ce qu'il va être publié, est-ce que je vais trouver un éditeur. Non, vous l'avez, votre éditeur, c'est bon. Il vous a demandé d'en écrire un deuxième, il le publiera. Du coup, vous n'êtes concentré que sur l'essentiel qui est faire un bon livre. Ce qui est la seule vraie question. Toutes les autres questions sont complètement débiles et parasitaires. Donc du coup, moi, on devient serein et ça met de la sérénité quand enfin on a trouvé un... Enfin, moi j'ai cherché 6 mois et j'ai eu beaucoup de chance de trouver un éditeur, mais il y a des gens qui mettent 15 ans avant d'être publiés, et il y a des gens qui toute leur vie ne le seront pas, qui accumulent les manuscrits dans leur tiroir, ils ont écrit 12 livres, ils les envoient par la poste, et ils ne sont jamais publiés. Il y en a plein, énormément. Moi, j'en rencontre plein hein, dans les différentes rencontres littéraires que je peux faire. Des gens viennent me parler parfois, et je vois que beaucoup de gens écrivent et ne sont pas publiés. Il m'arrive d'ailleurs parfois de lire des manuscrits qui ne sont pas publiés, qui ont été refusés par des éditeurs, parce que je ne sais pas, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça s'est bien passé, où il y a eu un échange amical positif, intéressant, et cette personne me propose de lire son manuscrit, du coup je le lis, et il m'est arrivé de lire des choses tout à fait talentueuses, quoi. Enfin, je veux dire, qui mériteraient d'être publiées, et qui mériteraient même beaucoup plus d'être publiées que certaines choses qui le sont. Donc, tout ça pour dire que c'est en fréquentant ce milieu et en avançant moi-même dans ma carrière, disons, littéraire ou culturelle, que je me suis rendu compte de ce que j'avais toujours su d'ailleurs, c'est-à-dire que les hiérarchies officielles ne sont pas vraiment respectables en soi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un livre est publié qu'il est meilleur qu'un livre qui n'est pas publié. C'est pas vrai. C'est pas parce que un film est César qu'il est meilleur qu'un film qui n'est pas César. C'est pas parce qu'un film fait 6 millions d'entrées qu'il est meilleur qu'un film qui fait 20 000 entrées. Inversement, c'est pas parce qu'un film fait 6 millions d'entrées qu'il n'est pas bien. Il y a des films qui font 6 millions d'entrées qui sont des très grands films. Et inversement, c'est pas parce qu'un film fait 10 000 entrées qu'il est super. Il y a des films qui font 10 000 entrées qui sont... où c'était mérité, on va dire. Mais c'est vrai que moi, j'avais un tempérament un peu anarchiste quand j'étais adolescent, qui m'est un peu resté d'ailleurs, et donc j'avais une petite réserve sur les hiérarchies officielles. Je me disais, oh, on dit que ça c'est très fort et ça c'est moins bien, moi je me méfie, hein, parce qu'on me dit aussi que Jacques Chirac est respectable parce qu'il est président de la République. À l'époque, c'était Jacques Chirac, et je n'avais pas forcément du respect pour lui. Donc, si vous voulez, j'universalisais ma position par rapport à l'art aussi. Mais j'ai vérifié, oui, là, vraiment, je suis maintenant sûr de mon coup. Ne croyez jamais à la hiérarchie officielle, faites-vous votre opinion par vous-même. Par vous-même. Quitte à valider la hiérarchie officielle. Il va y avoir la Cannes bientôt, une palme d'or va être décernée. Il ne s'agit pas de dire, puisque c'est la palme d'or, c'est bien. Mais il s'agit d'aller la voir et dire qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que moi j'en pense, quoi. Quitte à valider et dire ouais, cette année ils ont eu du nez parce que c'est pas mal ce film. Mais c'est pas évident, hein. Moi, il y a des palmes d'or que je trouve totalement nulles, puis d'autres très bien. Mais en tout cas dans mon propre cas, quand j'ai participé à un film qui a été récompensé par la palme d'or, je veux dire, c'est pas la plus grande satisfaction de ma vie du tout. C'est pas parce que c'est pas du jour où on a eu la Palme d'Or qu'avec le cinéaste Laurent Cantet, on s'est dit on a fait un grand film. C'est pas à ce moment-là qu'on se l'est dit. C'est pas du tout comme ça qu'on réagit.
Moi, j'ai compris qu'on avait fait plutôt du bon boulot quand on a commencé à passer le film à des gens. On a organisé des petites projections une fois que le film était monté, quoi, je veux dire, pour l'équipe technique, pour des amis, pour les producteurs, pour des... Et là, je voyais qu'à la fin des projections, je ne dis pas qu'on sentait qu'on avait fait un grand film, et d'ailleurs je ne suis pas du tout sûr qu'Entre les murs soit un grand film, mais je voyais bien qu'on avait fait du bon boulot, qu'il y avait quelque chose qui prenait bien dans ce film, quoi. Mais ce n'est pas les titres, ce n'est pas les trophées qui me convainquent de ça. Je précise ça parce que je trouve que je suis toujours très très surpris que les gens soient aussi comment dire, respectueux des trophées qui sont attribués comme ça. Il faut voir comment ils sont attribués déjà. Si vous saviez comment on élit les Césars, bon, je vous raconterai ça si vous voulez. Ah, déjà, les votants ne voient pas les films. Donc, si vous voulez, l'Académie des Césars, c'est des gens qui sont des professionnels du cinéma. Et on leur demande donc quand même de choisir le meilleur film français de l'année sur 200 films, puisque 200 films en France sont produits par an. Est-ce que vous croyez que les gens qui votent, on voit les 200 ? Non, moi j'en connais plein, puisque je connais des professionnels du cinéma. J'ai des amis cinéastes, des amis ingé-son, des amis chef-op, des amis machin. Et c'est moi qui vois le plus de films dans l'année, parce que je suis critique, parce que voilà, je bouffe du film, parce que je vais au cercle et parce que j'écris dessus. Mais eux, ils ne voient pas de film. Quand ils ont des tournages de 2 mois, ils ne voient aucun film pendant 2 mois. Ils sont à Besançon en train de tourner un truc où ils sont en immersion totale, ils ne voient pas de film. Donc en gros, on demande à des gens de voter qui n'ont pas vu des films qui seraient potentiellement... Alors en général, si, ils ont vu 10 films dans l'année, mais ils ont vu des films que tout le monde va voir. Ce qui fait qu'au bout du compte, les Césars élisent toujours, ne font jamais que... se porter au secours de la victoire, comme on dit. C'est-à-dire qu'en général, les films qui sont primés sont des films qui ont déjà été glorifiés en salle par le grand public. Cette année, Intouchable, et puis d'autres, enfin, qui sont toujours des choses qui ont eu du succès. Passons. Donc voilà, je me suis retrouvé dans les années 2000 à publier des livres, donc... Et après, j'ai publié pas mal quand même. Je me suis pris au jeu et j'ai fait presque un livre par an depuis 10 ans, où j'ai alterné entre des romans, des choses qui racontent, disons, des fictions, et ce qu'on appelle des essais, c'est-à-dire des textes où on réfléchit plus sur un sujet donné. Par exemple, j'ai fait un essai sur la jeunesse avec une amie, on a coécrit. J'ai fait un petit essai aussi sur le milieu littéraire, un essai sur la littérature, des choses comme ça. Non, je voudrais revenir sur la critique, parce que ça permet de dire des trucs sur le cinéma. Tout à l'heure, je disais, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une critique ? Je tiens pas mal à en parler, parce que moi, ça, vraiment, bon, je crois que je vous l'ai un peu dit, ça m'importe beaucoup la critique, ce qu'on appelle la critique de cinéma, ou la critique littéraire, parce que je fais aussi la critique littéraire. Il m'arrive d'écrire sur les livres, tout ça. Dans le même magazine, Transfuge, j'ai une chronique tous les mois sur un livre, et puis par ailleurs, je peux écrire 1 ou 2 textes sur le cinéma. Pourquoi c'est si important la critique ? Parce que ça permet de se parler déjà. C'est-à-dire que si vous allez voir un film avec des copains, vous sortez du film, vous allez au café, prendre un verre... Bon, vous avez parlé un peu du film. Normal, ce serait bizarre de ne pas en parler du tout, ce que vous venez de faire pendant 2 heures. Bon, on sait bien à quoi ça va tourner, cette affaire. C'est-à-dire, ouais, moi j'ai bien aimé, ouais, moi pas trop. La fin est quand même super, ouais, enfin bon, je m'y attendais. C'est des discussions, c'est pas plus con qu'autre chose, c'est pas plus con que de parler du temps, de la météo et de tout un tas de choses pas passionnantes. Mais ça va pas très loin, quoi. Ça va pas très loin, et c'est surtout un spectacle de grande solitude. C'est-à-dire qu'au bout du compte, chacun est un peu seul avec ses propres sensations. Alors peut-être que moi, ce qui m'attirait tellement dans la critique, c'était beaucoup cette idée de partager quand même un peu, de partager, d'exprimer des choses que je pouvais ressentir, et d'essayer de les rendre, de les mettre dans la discussion. Mais alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mettre dans une discussion. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pour moi, il y a des phrases qui ne servent à rien dans une discussion.
C'est-à-dire, si moi je dis, ce film m'a ennuyé pendant 2 heures, c'est comme si je disais, moi j'aime bien le bleu. Si quelqu'un vous dit j'aime bien le bleu, c'est intéressant. Hein, c'est pas foudroyant d'intérêt non plus, mais qu'est-ce que vous voulez lui répondre à quelqu'un c'est pas discutable, quoi. Alors vous avez moi c'est plutôt le rouge. Ok, au revoir. C'est-à-dire qu'il peut rien se passer, quoi. Alors après, moi j'aime les chats, c'est plutôt les chiens. Bon, c'est pas super, ça donne pas beaucoup de talent à la discussion. On en connaît un peu plus sur quelqu'un, c'est vrai que quelqu'un qui aime les chats, je pense que ça dit un peu quelque chose sur lui. Mais dans la discussion elle-même, ça va pas non plus fabriquer. Alors, où les discussions prennent de la richesse, de l'intérêt, et c'est qu'on arrive à dire des choses qui puissent être discutables par l'autre. Parce que le fait que j'aime les chats n'est pas discutable par l'autre. L'autre, il peut pas me dire non, t'as tort d'aimer les chats. Il peut pas me dire ça, j'aime les chats. À la rigueur, si je lui disais j'aime Hitler, là peut-être qu'on pourrait discuter, quoi. Dire, quand même, Hitler, il n'a pas fait que des bons trucs, tout ça. Mais voilà, donc la critique pour moi c'est ça, c'est d'arriver à dire des choses très personnelles sur un film, mais en passant par des choses qui puissent être discutables. Alors il faudrait que je prenne des exemples, mais alors moi ce que j'entends souvent quand les gens qui prétendent faire de la critique, il ne faut pas de la critique, en fait ils balancent comme ça des opinions qui sont à prendre ou à laisser, quoi. Ils n'essaient pas d'argumenter, quoi, ce qu'on vous a appris beaucoup au collège, en cours de français et encore maintenant en seconde, en première, en terminale, argumenter. Oui, même quand on parle d'un film, il faut argumenter ses goûts, quoi. Sinon c'est... Mais à partir du moment où on en parle, alors là, il faut quand même se donner une espèce de règle qui est de dire des choses, encore une fois, dont l'autre puisse s'emparer pour les discuter. Sinon, c'est vraiment un dialogue de sourds et c'est chacun dans son coin. Alors c'est cet exercice très très compliqué. C'est surtout ça qui m'excite aussi, c'est que c'est très difficile en fait d'écrire de la critique, ou même d'avoir un propos critique intéressant. Je vais prendre un exemple. Il y a un film, par exemple, c'est un film que vous n'avez pas vu, mais c'est un film de Jean-Luc Godard. Donc Godard, cinéaste assez célèbre, mais très discuté, enfin bref. Et Godard a fait 50 films. Je suis très très fan de Godard en général. J'ai vu à peu près tous ses films, bon, peu importe. Il a fait un film documentaire où il est allé filmer en 68, vieille histoire. Il est allé filmer les Rolling Stones, on y revient, hein, ce groupe qui à l'époque était au sommet de sa gloire, au sommet de sa jeunesse et de son génie. Il est allé les filmer enregistrant en studio. Voilà. Et ça a donné un film qui s'appelle One Plus One, où on voit les Stones en train d'enregistrer. Alors non seulement en plus il les a pris, au moment où ils enregistrent peut-être ce qui va rester comme une des plus grandes chansons des Stones, quoi. Donc on voit quand même à l'écran la fabrication moi quand j'ai vu ce film, je le voyais fabriqué devant moi, en train de se fabriquer devant moi, ce qui est sans doute un de mes 10 morceaux préférés. Donc c'est assez émouvant, quoi. Il y a un truc assez fort. Et donc je dirais que même si le film avait été mauvais, le film m'aurait complètement scotché, puisque de toute façon j'aurais vu mes idoles en train de fabriquer le truc que moi j'adore. C'est-à-dire qu'imaginez-vous la même chose avec votre chanteur ou chanteuse ou groupe préféré, et votre chanson préférée, vous auriez là les images du moment où ils l'ont composée, quoi. Le moment où tiens, ils ont trouvé que c'était ça qu'il fallait mettre en batterie, et que la petite ligne de synthé, ça allait être ça, ou la ligne de guitare. On vous met ça devant les yeux, vous allez être complètement comme ça pendant 1 heure, à moins d'être complètement, de n'avoir d'intérêt pour rien, ce que je ne peux pas supposer. Mais moi, au moment... Donc ce film me captive, bien sûr. Il est fait pour moi. Godard plus les Stones, c'est pour moi. C'est comme si c'était un cadeau pour François Bégodeau, quoi. Et j'ai été amené à écrire dessus. Il a fallu, parce que le truc a été réédité en DVD en 2005, et donc on m'a proposé d'écrire dessus dans des cahiers. Et moi, est-ce que j'allais passer ma vie, est-ce que j'allais passer toute la page entière à exprimer ma joie d'avoir vu... Est-ce que mon article pouvait commencer par « J'adore les Stones, j'adore cette chanson, Godard a filmé la fabrication de cette chanson, donc j'adore ce film ». Bah non, parce que du coup, quelqu'un qui lirait ce texte, qui n'aime pas les Stones, qui s'en fout des Rolling Stones, ils s'en foutent de cette chanson, il ne la connaît pas,
Mais c'est pas un argument pour lui. C'est pas un argument de dire ce film est génial. C'est comme les gens qui disent ce film se passe au Brésil et moi il se trouve que en fait ma belle-sœur est brésilienne donc j'ai adoré le film. Ben, je suis content pour toi quoi. Mais et en plus je dis pas que ce soit une façon bête d'aimer un film. Hein. Je veux dire à la rigueur il y a mille raisons pour lesquelles on pourrait aimer un film. C'est vrai que moi un film où il y a du rock forcément ça va me plaire un peu plus. Bon. Et un film où il y a du Brésil et pour un type qui serait fan du Brésil de ce pays, et ben voilà, c'est une façon d'aimer un film qui n'est pas du tout indigne. En revanche, c'est pas ça qu'on peut dire dans une critique. C'est bête à dire, mais on peut pas. C'est des choses qui. Donc moi, j'avais essayé de fabriquer un texte critique où il ne soit pas du tout question, par exemple, quelqu'un qui lirait ce texte, qui est à disposition d'ailleurs, ne peut pas soupçonner une seule seconde que je suis fan des Stones, fan des Rolling Stones. C'est pas le sujet, quoi. C'est pas. Pour moi, ça aurait été impoli vis-à-vis de mon lecteur de lui marteler dans le crâne que ouais, ce film il est trop génial parce que dedans il y a Mick Jagger. Ça, c'est pas ce que j'appelle discuter avec les gens, ça. C'est leur imposer. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi la critique c'est vraiment un exercice de politesse. Quoi. Mais le mot politesse est peut-être mal connoté dans vos cerveaux, parce que la politesse c'est ce que nous apprennent les parents. Mais moi j'aime beaucoup ce mot de politesse quand on l'applique à d'autres choses. Je pourrais aussi parler de délicatesse. Je trouve qu'il y a... Pour moi, la critique, c'est un exercice d'être délicat vis-à-vis des autres. De ne pas comment dire, leur marteler l'amour qu'on a pour quelque chose. On essaie de leur expliquer, on essaie de le rendre matière à dialoguer. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien cet exercice. Alors, je ne sais pas si vous en lisez beaucoup de la critique ou... Je crois que tu leur donnes parfois à lire des choses, oui. Mais pour ceux qui voudraient, qui seraient parmi vous très très intéressés par le cinéma, par essayer de voir des films, de les comprendre, bah, je vous encourage à vous trouver un magazine de critique, n'importe lequel d'ailleurs, peu importe. À la rigueur, si vous avez Télérama à la maison et que vous lisez les critiques de cinéma de Télérama, c'est peut-être pas forcément les plus grandes critiques de cinéma qu'on ait écrites, mais c'est très bien, c'est super, ça permettra de réfléchir. Moi, je sais qu'il y a le truc que je faisais quand j'avais 18-19 ans, j'allais voir un film et puis je lisais la critique après. Pour moi, c'était... je lisais pas avant la critique, parce que la critique, c'est fait pour lire après. Ce qu'on lit avant, c'est pas de la critique, c'est de la prescription. Par exemple, allez voir ça, ou n'allez pas voir. Oui, allez voir si vraiment vous avez que ça à faire. Ça, c'est de la prescription culturelle. C'est ce que vous trouverez dans pas mal de petits magazines ou de petits journaux. Vous avez des plus et des moins, vous avez des flèches vers le haut, des flèches vers le bas. C'est un petit guide culturel, quoi. Les films à voir, en priorité, Avengers. Bon, bah, d'accord. C'est ce qu'on appelle la prescription. Et j'ai rien contre, c'est tout à fait... des gens ont besoin de ça, parce que quand vous allez au cinéma une fois par mois, par exemple, vous n'avez pas envie de vous planter, quoi. Vous n'avez pas envie de dépenser 10 € et parfois plus avec les pop-corn, avec un film qui ne va pas vous plaire. Donc vous avez besoin peut-être d'un guide, vous avez besoin de quelqu'un qui va un petit peu vous flécher le parcours et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose que vous êtes à peu près sûr d'aimer. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de la prescription culturelle. Mais c'est comme les guides touristiques. Vous avez, oui, alors si vous passez dans tel village, on vous recommande la petite abbaye qui se trouve sur la 3e route à droite. Et puis, peut-être passer voir cette ferme qui a un petit cachet traditionnel. C'est du guide touristique. Enfin, il y a des guides culturels pour s'orienter dans le labyrinthe de la culture. Parce que quand vous êtes parisien, par exemple, vous avez quand même vous avez 200 théâtres, 100 cinémas... des opéras qui se jouent, des machins, des expos, bon, bah, c'est pas mal d'avoir quelques petits guides comme ça. Mais ça, c'est pas la critique. La critique, c'est après, quand on réfléchit au film et quand on essaie d'en parler avec ses copains ou d'en parler avec soi-même. Et pour ça, moi, donc ça se dit après. Donc moi, j'allais voir le film et puis j'essayais de me faire une opinion déjà par moi-même, quoi. Je me disais, ouais, moi, je pense ça, je pense ci. J'ai l'impression que le film raconte ça. J'ai l'impression que le film, au bout du compte, c'est ça qu'il veut nous dire. Et après, je me jetais sur la critique des cahiers du cinéma. Alors, le jeu, c'était est-ce que j'ai bon, quoi ? Est-ce que j'ai bon ? Est-ce que j'ai bien pensé le film ? C'est-à-dire, est-ce que je l'ai bien pensé comme les cahiers du cinéma ? J'étais j'étais beaucoup trop révérencieux
l'égard des cahiers, mais je trouve que c'est un bon réflexe, quoi. C'est pour ceux, encore une fois, que ces choses-là intéresseraient. Souvent, quand on est avec les... Enfin, tout le temps, même systématiquement, quand on va voir des films avec les élèves, moi j'en parle rarement avant, mais on en parle toujours un petit peu après, une demi-heure, 1 heure, et il arrive très souvent que les élèves, quand on leur demande qu'est-ce que vous en avez pensé, ouais, j'ai aimé, j'ai pas aimé, et ça s'arrête à ça. Et quand on commence à l'expliquer, ils se prennent à aimer quelque chose qu'a priori ils n'avaient pas aimé sur le moment. Est-ce qu'à l'inverse, par les One plus One, je sais plus, dans la critique, je l'ai peut-être lu à l'époque, mais je ne me souviens pas, quand on écrit, on peut se surprendre en intellectualisant à ne pas aimer quelque chose qui nous a fait plaisir. Parce que normalement, ça doit pouvoir exister, et sinon ça voudrait dire qu'il y a quand même un parti pris quand on écrit une critique. Ouais, moi je pense que, disons que, de toute façon c'est la question fondamentale, c'est la dialectique entre le plaisir et l'intellect, quoi, finalement, ce qui est une vraie belle question qui ne concerne pas que le cinéma. Moi je dirais qu'il y a 10-15 ans, oui, il y avait risque. Des fois je démontrais analytiquement des choses qui finalement n'étaient pas connectées à mon plaisir, et que donc je pouvais très bien attribuer des qualités à un film intellectuel alors que je m'étais ennuyé devant. Inversement, je pouvais m'être éclaté devant un film, mais en dire du mal parce que idéologiquement, il se disait des trucs. Enfin, ma construction théorique était contre le film, alors qu'en fait mon corps avait été pour. Mon corps, ce que j'appelle mon corps, c'est-à-dire ce que je ressens physiquement devant un film, quoi. Et là maintenant, je dirais que je suis devenu, moi, à mon sens, un meilleur critique au fur et à mesure que j'écoutais mon corps et que j'étais loyal à mon corps. Ça m'est arrivé hier soir encore. C'est-à-dire que je suis allé voir Maman, le film avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler, avec Josiane Balasco, Marina Foïs et Mathilde Seigné. C'est un film, il est peut-être visible par ici, je pense, parce que c'est un... donc je suis allé voir parce que d'abord j'essaie toujours d'aller un peu tout voir. En plus la comédie m'intéresse. Et par ailleurs, la fille qui a fait le film, Alexandra Leclerc, avait fait 2 films avant que je trouvais pas inintéressants, quoi. Donc je voulais aller voir. Par ailleurs, j'ai un peu une espèce de passion pour Marina Foïs. Et en plus, je suis plutôt intéressé par Mathilde Seigné. C'est une actrice qui me fascine un peu, y compris dans sa bêtise. Ah oui. Mais on a tous des péchés comme ça. Bon, bref. Donc je vais voir le truc, mais aussi parce que j'ai que ça à faire. Hein, bon. Et je sors du film, et j'étais avec une amie, et vraiment, je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais vu ce film, et je serais sorti en furie, en ayant une construction intellectuelle toute faite, parce que le film vraiment prête à ça, très contre le film. Le problème, c'est qu'en fait, ce film a totalement scotché pendant 1 heure, sur 1h30. Dernière demi-heure, elle est conventionnelle, comme, bon, bref, ça se termine comme tous les films, peu importe. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas avoir la malhonnêteté de ne pas considérer, c'est que pendant 1 heure, ce film a totalement scotché, quoi. C'est-à-dire que mais je vois bien, je me sentais avoir la bouche bée, quoi. Je n'en revenais pas, quoi. Je me suis pas du tout ennuyé. Il y a quelque chose dans cette première heure qui m'a tenu. Et donc après, j'ai réfléchi. C'est après coup, quoi. J'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui m'a tenu comme ça? Alors qu'en fait, si vraiment... Il y avait c'est une palme d'or aussi, mais c'est vraiment un hasard que c'en soit une. C'est un film qui est sorti, c'était quand, Le Ruban Blanc? Il y a 3 ans peut-être ou... Ouais, on l'a vu aussi, hein, 3 ans je pense. Ouais, c'est bien que certains l'aient vu. Le Ruban Blanc, je me souviens d'avoir... C'est donc un film de Michael Haneke, autrichien, cinéaste important vraiment. Et quand je l'avais vu en salle, enfin j'ai vu en projection de presse, donc un peu avant la sortie, j'étais ressorti avec toujours une certaine admiration pour le film, et puis j'aime bien Haneke, etc. Mais en fait, en gros, bon, d'accord. Et j'ai été amené à écrire dessus, et c'est d'avoir écrit dessus qui m'a déplié des choses en moi, et je me suis rendu compte que le film était extrêmement riche. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'écrire sur les choses, parce que parfois d'écrire, ça permet de repenser à plein de choses qu'on a ressenties pendant le film et qu'on a tendance à oublier quand on... Voilà, ça remet en mémoire des choses. Mais l'écriture fait toujours ça d'ailleurs, hein, si vous... Mettons que si je vous demande là maintenant d'essayer de vous souvenir de votre CE2, vous allez avoir 2-3 images comme ça va être un tout petit peu informe. En revanche, si je vous demande d'écrire sur cette année-là de CE2, d'écrire un texte de 3 pages, eh ben vous allez voir que le simple fait d'écrire va faire revenir des choses. C'est connu, hein, c'est le principe de réminiscence par l'écriture. La réminiscence, c'est ce qui revient. Hein. Et donc je pense que de la même façon que d'écrire
sur une période, fait revenir cette période, d'un seul coup les souvenirs sont presque convoqués par l'écriture, par le geste d'écriture. Et ben pour la critique de cinéma, c'est pareil. D'écrire sur un film fait revenir des sensations que vous aviez oubliées presque en sortant de la salle, quoi. Et ça fait revenir des scènes, et d'un seul coup, il y a... Donc c'est presque... écrire sur un film, c'est un prolongement du film, quoi. Il faut le voir comme ça. Je sais que quand j'étais... c'est ce que je conseille toujours à des gens qui voudraient faire de la critique ou qui voudraient être un peu là-dedans. Je leur dis toujours, à chaque fois que vous voyez un film, forcez-vous à prendre 10 lignes de notes. Vous avez un petit cahier et quoi que vous ayez vu, forcez-vous à écrire dessus. Des petites notes, des trucs comme ça, des sensations, des petites réflexions. Parce que voilà, ça accoutume à plaquer un discours, enfin pas plaquer, mais disons à prolonger d'un discours quelque chose qu'on a vu. Je pense que c'est très important qu'il y ait un moment de discours toujours. Là, on parle du plaisir, mais là, moi j'ai toujours un peu de... On a eu une formation cette année dans le cadre des lycéens en cinéma, les enseignants avec Amélie Dubois, qui est critique aux erreurs, qui a chronique carte. Et on a pas mal discuté avec... Enfin, moi j'ai discuté avec elle des critiques négatives. Je trouve que souvent, il y a des critiques négatives qui n'en sont pas. Ça peut être un plaisir aussi, ou c'est un devoir finalement quand on est obligé de parler d'un film, quelque part le descendre. Je crois que c'est une question de tempérament. Ça. Il y a des gens qui... Ça nous emmènerait très loin, mais il y a des gens qui c'est comme dans la vie, il y a des gens qui aiment bien insulter les autres, hein, qui prennent du plaisir à être sadiques, qui prennent du plaisir à être cruels et à faire avoir la parole qui blesse. Il y a des gens qui prennent du plaisir à ça dans la vie. Je crois que finalement, dans la critique, qui n'est pas en exception de la vie, tu retrouveras les mêmes schémas. Je crois qu'il y a vraiment des critiques qui portent ce nom-là, dont le plaisir de plume, c'est trouver le bon mot qui tue, le bon mot qui va assassiner, machin. Je pourrais les citer, ces critiques-là, ils sont faciles à repérer quand on écoute certaines émissions. Bon, moi, j'ai pas ce plaisir-là, quoi. Voilà. Alors après, je pense qu'on est amené parfois à écrire sur un film qu'on n'aime pas, mais c'est pas pour autant qu'on va l'insulter, c'est pas pour autant qu'on va se payer de bons mots sur son dos, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est tellement plus facile, d'ailleurs, on sait bien que c'est plus facile d'insulter que d'aimer. De formuler l'insulte que de formuler l'amour. C'est beaucoup plus facile, c'est facile de casser. Moi j'aime bien casser, c'est hop, on fait de l'humour comme ça, à peu de frais, ça casse un peu, ça vanne. Bon, ça va, je le fais pas mal dans la vie du moment que c'est relativement gentil. Mais en écriture, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de trouver la formule assassine que la formule d'amour. Et donc moi, comme j'aime bien aller vers le difficile, j'ai pas beaucoup de goût pour le petit bon mot, machin. J'ai pu le faire, hein, je veux dire, quand j'avais 25 ans, 30 ans, je dis pas que si on relisait tout ce que j'ai pu écrire sur le cinéma, il n'y ait pas un moment, une ou deux phrases très cruelles et où je me suis fait un peu winner sur le dos du film ou sur le dos de l'artiste. C'est vraiment pas ce dont je suis le plus fier. Le truc dangereux, c'est la télé pour ça, parce que quand tu fais de la critique à la télé, il y a une telle tension de plateau, un plateau de télé c'est vachement tendu, quoi. C'est tendu au sens, pas au sens où les gens s'aiment pas, mais au sens où c'est tendu, il y a une espèce de stress, un peu, lumière, rapidité, truc. Même Le Cercle, hein, qui est plutôt l'émission dont je parlais tout à l'heure, on a quand même 1 heure pour parler de films, 1 heure pour parler de 5 ou 6 films, ce qui est pas trop mal pour de la télé, quoi. Il y a un ratio de temps qui est pas mal. Et il y a une bonne humeur dans l'équipe, on s'aime bien, il y a une bonne camaraderie entre nous. Je vous conseille cette émission d'ailleurs, hein, pas du tout parce que je la fais, mais parce que je pense que il me semble qu'elle est assez agréable à regarder, elle est disponible aussi, enfin on peut en regarder sur internet. Mais même là, quand même, au moment où tu prends la parole, il y a une forme de tension, et là où il y a de la tension, tu n'es pas serein, et là où il n'y a pas de sérénité, tu es expéditif. Et là où tu es expéditif, il y a un moment, il y a une formule, tu vas être beaucoup plus violent que tu aimerais l'être avec le film. Un film que tu n'aimes pas, là où dans un texte écrit ou au café avec des copains, tu prendrais le temps d'essayer de dire pourquoi, à ton avis, le film est raté, tu prendrais le temps délicatement de le faire. La télévision a une espèce d'effet de compression qui fait que, voilà, moi je m'entends dire des trucs des fois à la télé, je m'en veux, quoi, je suis pas content de moi, je ressors de l'émission, je suis amer, je dis mais non, on ne peut pas être cruel comme ça, mais c'est un effet de vitesse, quoi, c'est un effet, puis en plus, je trouve que la production, les producteurs de l'émission, évidemment, ne cessent de nous demander ça. Il faut de la polémique, il faut de l'insulte,
allez-y les gars, c'est pour ça qu'on vous aime, daubez bien sur les films. Elle est montée cette émission, c'est une Ouais. heure pour une heure il y a En beaucoup fait, de- quand on l'enregistre en temps réel, et dans les conditions du direct, comme on dit, en général on fait 1h15, donc après ils cut. Mais ça va, ils cut bien. Je regarde parfois l'émission après, ils sont très honnêtes et je n'ai jamais l'impression d'avoir été trahi. Mais il y a cet effet là d'emportement qui fait que autant j'aime bien l'émission, j'aime bien les gens qui la font, j'aime bien aller voir c'est presque retrouver des copains pour moi quand je vais la faire. Autant je ressors toujours avec une amertume. Ça, c'est pareil, quoi. C'est comme devant un film. Et pour des élèves, donc, tu conseilles plutôt la critique technique que... Oui, non, évidemment. Critique Ah, mais écrite. moi j'aime bien le cercle aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté spectacle quand même. Ouais, mais bien sûr. Vous allez bien. Oui, oui, oui. Cela dit, il y a le bon côté du spectacle dans cette émission, c'est que j'ai pas l'impression qu'on passe pour pédant, quoi. C'est-à-dire qu'au moins, il y a le spectacle au sens bonne humeur, où ça rigole bien. Il n'y a pas de cuistrerie, je veux dire, il y a pas on n'est pas snob. Et il y a le mauvais côté du spectacle qui est que pour un bon mot, tu aurais père et mère, et que c'est à celui qui aura la formule la plus choc. Voilà, ce qui fait que bon. C'est un peu... Mais bien sûr que l'écrit avant tout. Mais je dirais que comme. En plus, il y a des analyses d'images dans cette émission. Donc. Voilà, j'ai pas trop de. Je la recommande avec relativement. Enfin, une certaine sérénité, quand même, tu vois, toute pédagogique. J'ai encore une question, une dernière pour pouvoir faire une pause. Ouais. Parce que c'est le média quand même le plus évident pour les élèves aujourd'hui. La critique sur Internet. Parce que le problème, c'est qu'on trouve tout et n'importe quoi. Ouais. Comment bien guider les élèves? Moi, je peux donner mon avis de professeur, mais un avis critique, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Moi, je vais donner mon avis d'anarchiste, plutôt. Si je peux me permettre. Ben non, parce qu'en fait, Non, mais premièrement, je vais essayer d'aller vite. Premièrement, vive Internet, merci Internet. Merci de toute façon de nous donner à disposition toutes ces choses. C'est quand même extraordinaire. Bon. Je n'en reviens toujours pas, quoi, de cette révolution dans l'histoire de l'humanité qui fait quand même que, effectivement, si je veux avoir des textes sur un film que je viens de voir, sur Maman par exemple, je l'ai vu hier, j'ai envie de lire des trucs dessus, je trouverai probablement 12 blogs qui en parlent, 3 sites de critique, machin. Merci de cette profusion. Évidemment, après, le problème se pose mais comment me guider dans cette profusion et dans ce foisonnement ? Mais ça veut dire quoi, en fait, se guider ? Parce que quand les gens disent ça, c'est souvent beaucoup, mais on va peut-être... Est-ce qu'on ne serait pas encore dans cette fameuse idée d'avoir un avis autorisé ? C'est-à-dire, ah lui, il a un avis autorisé. Mais ça veut dire quoi, un avis autorisé ? Le danger d'Internet, tel qu'il est souvent formulé, c'est « Ouais, mais tu vas tomber sur un blog, là, le mec, il va te parler de maman, mais c'est qui, ce mec ? D'où il sort, lui, pour te raconter des trucs sur ce film qui s'appelle Maman ?» Ben ouais, mais d'où ils sortent les mecs du Masque et la Plume ? Le Masque et la Plume, c'est une émission de critique sur France Inter, très connue, très célèbre le dimanche soir. C'est ça le problème, c'est qu'au bout du compte, qui est légitime ? Moi, je suis pas légitime non plus, comme critique. J'ai pas de diplôme de critique. Moi, j'ai raconté comment je le suis devenu. Je suis devenu parce que j'avais des potes hyper malins qui faisaient un ciné-club, que j'étais pas trop con non plus, qu'on était on avait de l'enthousiasme cinéphilique et qu'on bouffait les cahiers du cinéma, et qu'on a rencontré des mecs des cahiers qui nous ont demandé d'écrire. Mais ça ne fait pas de nous des légitimes, quoi. Le seul truc, c'est qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Et c'est pas d'où tu viens et où tu parles et quel âge tu as et quelle race tu as, pour aller au bout du truc. C'est qu'est-ce que tu as à me dire. Donc moi, ce que j'appelle se guider sur Internet, c'est pas tant se guider, c'est pas tant essayer de repérer quelles sont les plumes légitimes et les plumes pas légitimes. Les mecs, ils ont le droit de parler et d'autres, ils n'ont pas le droit de parler. C'est par contre, prenez le temps, si vous tombez sur n'importe quel texte sur Maman, restons sur le film d'hier, lisez-le bien. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Moi, c'est ça que j'appelle se guider sur Internet. C'est pas genre surcliquer sur 15 000 trucs et lire une petite phrase de l'un, je regarde si ouais, il a l'air d'aimer, bon ok, ouais, j'ai pas lu vraiment, mais je vois qu'il aime bien. Après, je vais sur Allociné, ok, Allociné, ouais, ah, ils aiment pas, tiens, 2 étoiles. Ça, c'est rien. C'est de la non-activité. Par contre, arrêtez-vous sur le texte. Et le texte, il est écrit par un certain Freddy Bichdon qui habite à Dijon. Je m'en fous. Moi, je lis son texte. Et peut-être que ce machin Bichdon, c'est l'équivalent de François Bégodeau à 18 ans.
qui prétendait lui-même avoir quand même des avis un peu raffinés sur le... Et personne n'était au courant, je veux dire, j'étais le seul à savoir que j'étais un critique de génie, quoi. Enfin, bon, je plaisante. Surtout vraiment à l'époque, bon bref. Mais par contre, bien lire ce que vous avez à lire et essayer de voir, est-ce que ce type me dit un truc intéressant, quoi. Est-ce que ce type est en train de me dire un truc intéressant sur le film? Est-ce que du coup je comprends mieux le film? Est-ce que je le vois mieux? Est-ce que je comprends mieux ce que moi-même j'ai ressenti devant le film? C'est ça pour moi, le travail de chacun des citoyens d'Internet, de cette grande démocratie confuse et bordélique qui s'appelle Internet. C'est de l'attention, de la concentration et vraiment lire ce que vous lisez. Parce que voilà, et voilà, après tu regardes la signature, tu t'aperçois que le mec il a 15 ans, bah voilà, bah, si ça t'a plu qu'il a 15 ans, ça prouve bien que des gens de 15 ans peuvent écrire des trucs bien. Ou alors inversement, tu lis un truc consternant et tu t'aperçois qu'en fait c'est le blog de tel grand critique de Europe 1. Tu dis, le mec, d'accord, il est Europe 1 lui. Donc moi c'est ça, vraiment ce que je... Le seul truc qui est à notre portée, parce qu'Internet, on va pas le contrôler. Hein. En tout cas, c'est pas nous qui allons le contrôler, c'est pas des gens comme nous. Ce que vous pouvez contrôler devant Internet, c'est votre talent, quoi. C'est votre concentration, l'attention que vous y portez, est-ce que ça vous nourrit ou pas, quoi. Et voilà. Est-ce qu'on surfe, est-ce qu'on glisse sur le truc et rien ne nous rentre dans le cerveau? Ou est-ce que vraiment on profite de ce matériau extraordinaire qu'on a devant nous, mais vraiment pour le considérer, vraiment, quoi, pour y accorder de l'attention? C'est la réponse que je fais. On fait une pause ?